l'émission Sciences de Toxin. Alexandre Cugnage d'Aproval. Chers amis auditeurs de Toxin, bonjour et bienvenue à l'écoute de votre émission scientifique sur Toxin Plus. J'ai aujourd'hui le grand plaisir, l'honneur, le privilège même, de recevoir Pierre Chaillot. Pierre Chaillot qui est bien connu de la plupart des auditeurs de Toxin, et c'est important de lui redonner la parole, notamment pour son rôle, c'est ce que je vous disais juste avant l'émission. C'est l'un des rares qui a sauvé l'honneur suite à la crise Covid, c'est l'un des rares qui nous a permis de nous rendre compte que nous n'étions pas complètement fous dans ce monde de fous. Et donc, bonjour Pierre Chaillot, merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Alexandre et merci beaucoup de me recevoir. Je vous le disais, c'est un plaisir et un privilège. On va évidemment parler du sujet de votre dernier livre, Victime des vaccins Covid-19, chez l'Artilleur, ce que révèlent les chiffres officiels. Donc on va parler de ces chiffres officiels, de l'escroquerie, on va lâcher le mot, de ces statistiques aussi officielles. Donc on va parler vaccination, on va parler masque, on va parler pandémie, on va parler d'un sujet en particulier qui m'intéresse beaucoup, de la modélisation. Mais avant toute chose, commençons par le commencement. Vous êtes donc statisticien et j'aimerais que vous nous expliquiez ce que c'est que ce métier de statisticien et ce que c'est que la statistique, tout simplement. Alors, si on commence un peu par de l'étymologie, statistique, ça vient donc de statis et ça vient de l'État. On est bien en train de parler, quand on parle de statistiques, de chiffres qui ont un rapport avec l'État et donc qui n'ont jamais eu pour autre objectif que d'aider à gouverner. Il s'agit de comprendre, on est au XVIIIe siècle, le mot statistique, je crois qu'il arrive la première fois en Allemagne, et donc il s'agit de comprendre les grands phénomènes qui ont lieu au sein d'un État de façon à mieux le gouverner. Et donc c'est-à-dire compter sa population, compter le nombre de marchandises produites, vendues, pouvoir faire des calculs, on va dire, de solde de l'État, en termes d'argent qui rentre et d'argent qui sort. Donc l'idée, c'est, depuis le début, de réussir à compter des choses pour faire des grands agrégats et donner une image d'un territoire sur une période de façon à l'administrer. Ça n'a jamais eu d'autre but. Donc on est vraiment, depuis le début, dans un objectif de compréhension, mais pour gouverner. Faire de la gestion et notamment gérer un État. Et donc le métier de statisticien, le vôtre, en quoi il consiste exactement? Parce qu'on a cette image que vous travaillez sur des chiffres, que vous les synthétisez, on imagine, mais déjà quels chiffres, d'où viennent-ils et comment, quel est votre travail? Alors, il y a beaucoup... aujourd'hui, on va dire que dans la plupart des métiers, s'est installé un certain Fordisme. Donc, en fait, quand on fait de la statistique, on peut faire de la statistique sur beaucoup d'éléments de la chaîne de la statistique, avec deux grands éléments, on va dire. Tout d'abord, le comptage. C'est-à-dire qu'un des premiers défis de la statistique depuis le début, c'est de réussir à récolter de la donnée. Pour la population notamment, on va dire un des grands éléments marquants de l'évolution de la statistique française, ce sont les premiers recensements de la population française. Je crois que ça doit démarrer en 1801. C'est Napoléon qui lance le premier grand recensement de la population française. L'idée étant assez simple, c'est de savoir combien on est pour savoir dans le match qui va se suivre sanglant avec les autres États autour, combien on est, quelles sont les forces en présence, de façon à savoir quelles sont nos chances pour faire la guerre. Donc la statistique, là, c'était un premier comptage de la population pour évaluer nos forces. Cette idée de recensement, elle a perduré, elle existe toujours aujourd'hui, et il y a un institut qui s'est fondé, qui s'appelle l'INSEE, qui a eu différentes phases, dont on va dire il a été monté initialement pour son premier grand objectif, qui était une estimation de la population à intervalles réguliers. Ça se fait par recensement. Donc ça, par exemple, c'est un objectif chiffré où on a un institut qui a pour mission de compter la population française, de la compter, de connaître son âge, et puis d'avoir tout un tas d'indicateurs à son sujet, mais c'était son premier objectif. Donc il y a différentes manières de faire et les méthodes pour obtenir ces chiffres et savoir combien on est, elles ont évolué au cours du temps.
Dans les premières, on va dire dans les premières façons de faire, qui est encore au goût du jour pour beaucoup de pays qui font des recensements, bien il y a des enquêteurs qui se déplacent dans toute la population française, sur tous les territoires, et puis qui vont voir les foyers, les familles, pour leur demander de remplir une fiche pour savoir combien ils sont. Et tout ça, ensuite, les gens écrivent, c'est récolté, et puis ça remonte, et tout ça, ça va être agrégé par différents centres jusqu'à remonter, on va dire, petit à petit au niveau national. Avec évidemment l'arrivée d'Internet, cette façon de faire a changé, puisque maintenant les gens peuvent remplir des déclarations directement sur Internet. Et puis, les différentes méthodes de sondage qui ont évolué ont amené certains instituts à faire non pas une estimation exhaustive de la population, mais plutôt des estimations par sondage, où on interroge une partie de la population de façon à extrapoler ce qui manque, ce qui diminue les coûts d'un tel du recensement, tout simplement. Donc ça, c'est un exemple qui parle à peu près aux gens, parce que les gens comprennent à peu près bien ce que c'est qu'une population. C'est un nombre de personnes dont on a envie de connaître à la fois le nombre et puis les différentes caractéristiques. Mais il y a beaucoup d'autres choses ensuite derrière, mais je pense que c'est un exemple assez parlant. Oui, alors vous parlez de recensement, ça m'amuse, parce que si mes souvenirs sont bons, c'est quelque chose qui est vieux comme le monde, on en parle dès l'Ancien Testament. Je crois qu'il y a un passage dans le livre de Samuel où le roi David veut faire recenser sa population. Alors, effectivement, il recense que les hommes en capacité de porter les armes. Donc, on voit tout de suite le lien entre pouvoir et statistiques que vous évoquiez. Mais je crois qu'il y a, si mes souvenirs sont bons, je parle de mémoire, mais il y a déjà un problème, parce que il y a plusieurs équipes alors je ne sais pas comment on les appelle, de compteurs, de recenseurs. Il y a peut-être un nom particulier. Et les deux équipes ont des chiffres différents, mais on se rend compte qu'ils ont des origines différentes et qu'ils veulent mettre valoriser leur population et leur territoire pour augmenter leur influence. Donc on voit qu'il y a tout de suite un problème du comptage, de l'utilisation politique du comptage pour certaines populations. Donc il y a déjà un biais sur la politisation de la statistique. Oui, et on a des exemples assez célèbres. Il y a un exemple assez connu qui s'appelle, je crois, le compte-rendu au roi. C'est Necker qui fait un compte-rendu à Louis XVI et qui va utiliser différentes stratagèmes statistiques pour à la fois se faire mousser et faire plaisir au roi. Et il fait une estimation de la population, c'est Louis XVI le roi, où il va surestimer très largement la population française, mais voilà, de façon à des fins politiques, pouvoir à la fois faire plaisir à tout le monde et puis permettre à la France d'annoncer qu'il y a une très grosse population, je ne sais plus, 24 millions à l'époque, où sa méthode, c'est d'estimer le nombre de foyers qu'il y a en France, ça à l'aide des différents registres, notamment dans les églises, et puis il va multiplier ce nombre de foyers estimés par un coefficient qui est pour lui le nombre de personnes par foyer, et donc arbitrairement il dit qu'il y a 5 personnes par foyer, je crois. Et voilà, ce qui fait ça va donner quelque chose comme 5 millions 8 fois 5 personnes par foyer. On annonce 24 millions. Je dis des chiffres de mémoire, mais c'est à peu près ça. Et là, on a vraiment un premier usage politique de l'utilisation de la statistique et du modèle de façon à faire mousser le roi et que tout le monde soit content. Necker, il sera aussi célèbre pour une estimation des comptes de la nation aussi extrêmement particulière, où il va annoncer à Louis XVI que la France a des comptes positifs alors que c'est très négatif à l'époque, de la même manière en jouant sur ce qui va compter. Ça nous fait tout de suite un lien vers le cœur du sujet de votre livre, donc évidemment écrit suite à la crise, on va utiliser ce mot-là, mais entre guillemets, du Covid. Je fais une petite citation de votre livre, où je rappelle, victime des vaccins Covid-19 chez L'Artilleur. Alors, pour prétendre que le confinement est efficace, ces artistes je tiens à dire que le livre est assez drôle. On parle de sujets dramatiques, mais vraiment, je vous conseille la lecture, parce que c'est pris avec un ton un peu caustique parfois qui fait sourire. Pour prétendre que le confinement est efficace, ces artistes font l'hypothèse qu'une énorme partie de la population va mourir du Covid-19 au printemps, etc., et que les confinements sont très efficaces pour réduire la mortalité. Ils traduisent ces hypothèses en formules mathématiques, font tourner des ordinateurs et calculent le nombre de vies sauvées, etc. On voit tout de suite, mais il y a plein d'autres exemples dans votre livre, que, exactement comme ce que vous disiez pour Necker, on prend des chiffres qui, à la base, sont, disons, relativement vrais, mais qu'on va pouvoir modifier l'interprétation en mettant des coefficients qu'on va
comme ça, trouvées de manière un peu arbitraire, qu'on sort de son chapeau et qu'on va appliquer ensuite aux chiffres. Et alors, ça pose un double problème, c'est que d'une part, est-ce que ces gens mentent ou est-ce qu'il n'y a pas une sorte d'auto-intoxication? Se dire, moi je suis le pouvoir, on m'a donné tel et tel chiffre, et en fait c'est en toute bonne foi que j'ai pris ces chiffres au pied de la lettre pour ensuite en tirer des conséquences politiques. Oui, il y a une phrase célèbre en mathématiques qui dit que les mathématiques ne peuvent que prouver que les quadrupèdes sont des animaux à quatre pattes. C'est-à-dire que la mathématique, c'est juste de la transformation de chiffres et on ne prouve rien à l'aide de mathématiques. Et ce que font les modèles, c'est ce que vous venez d'expliquer, c'est-à-dire, en citant ce passage-là, c'est-à-dire qu'on fait des hypothèses, on les traduit en langage mathématique et quand on arrive au bout de l'équation, on retombe sur l'hypothèse de départ. Donc, l'escroquerie scientifique qui est basée sur des modèles que l'on retrouve beaucoup, c'est de faire croire que le résultat prouve qu'on a raison. Sauf que le résultat, c'est juste l'hypothèse de départ. Donc voilà, je fais une hypothèse, je mets des équations, je retombe sur mon hypothèse, je dis j'ai trouvé mon hypothèse. Non, c'est juste... ça s'appelle un raisonnement circulaire quand on retombe sur son hypothèse de départ. Il y a beaucoup de gens qui, même en dehors des modèles mathématiques, ne se rendent pas compte de tout un tas d'escroqueries de raisonnement circulaire qu'on leur a fait avaler ces dernières années. Un des exemples les plus parlants, ça a été le confinement français, notamment le premier confinement. Où les médias ont dit on va confiner durement la population parce que tout le monde va mourir si on ne le fait pas. Voilà. Au bout, on s'est tous rendu compte que personne, dans nos entourages, on n'a pas vu des gens tomber comme des mouches et donc on se dit quel intérêt de faire des confinements si c'est pour ne rien avoir vu en termes de mortalité. Et la réponse des journalistes, des médias, des pseudo-scientifiques, c'est de dire ah oui, mais attendez, si on n'avait pas confiné, tout le monde serait mort. Voilà. Donc ça, j'aime bien rappeler que tous les matins, je mets de la poudre contre les éléphants sur mes fraises et que jamais aucun éléphant n'a écrasé mes fraises et donc ma poudre contre les éléphants est extrêmement efficace. D'ailleurs, le mieux, ce serait qu'elle soit remboursée par la Sécu. Mais ce qui est intéressant, c'est que on connaît ça par cœur dans le domaine politique. Je prends l'exemple de l'Union européenne ou de l'euro. Prenons l'euro. On va nous dire, oui, mais si on n'avait pas eu l'euro, la situation serait bien pire aujourd'hui. Alors que quand on regarde les courbes, on voit bien qu'à partir de 2000, tout s'effondre pour la France. Et certainement, il n'y a aucun lien. On va me dire qu'il n'y a qu'une corrélation, mais ça, peut-être que le statisticien va pouvoir nous en dire quelque chose. Donc, c'est quand même un raisonnement qui est commun dans le domaine politique, mais pour autant, on pourrait s'attendre à ce que la statistique étant scientifique, on ne tombe pas dans ce genre de biais. La statistique ne peut rien démontrer comme vrai et elle ne peut que démontrer que des choses sont fausses. La statistique ne permet pas de prouver que votre hypothèse est juste. Si vous faites une hypothèse et vous utilisez des statistiques, vous n'utilisez les statistiques que dans un sens, c'est d'essayer de voir si on peut montrer que votre hypothèse est fausse. Et ça ne fonctionne que dans ce cas-là. Ce qui fait qu'il y a une erreur d'utilisation qui serait de dire, je fais mon hypothèse de départ, je joue avec les chiffres et comme je vous le disais, je retombe sur mon hypothèse, c'est donc qu'elle est vraie. Donc il y a vraiment un mésusage. Sur ce que vous venez de dire sur l'euro, c'est-à-dire que une situation qui s'effondre à partir de l'euro, pour le premier confinement, on a un exemple assez, on va dire cocasse, qui est qu'on a un pic de mortalité qui arrive en France qui est assez net, même si ça ne représente pas énormément de personnes. Il y a un pic de décès des personnes âgées qui arrive après le début du confinement. C'est-à-dire que n'importe qui avec un esprit, on va dire, basique et logique se dit c'est peut-être pas terrible de faire des confinements si on remarque que la mortalité augmente quand on confine les gens. Voilà. Mais on arrive à avoir quand même des mathématiciens, des chercheurs, des statisticiens qui vont prétendre que cette hausse de décès, elle est du fait du Covid et que grâce au confinement, le confinement a permis d'éviter le pire. Alors que... En revanche, si je vous suis bien, on ne peut pas déduire de ce que vous dites que le confinement est la cause de la hausse de mortalité. On ne le déduit pas avec des statistiques brutes de mortalité. On refait cette remarque-là en disant c'est quand même bizarre d'avoir une hausse de mortalité à la suite du confinement, surtout quand on a des pays à côté de nous qui ne confinent pas et qui n'ont pas cette hausse de mortalité, dont l'Allemagne, qui n'est pas un petit pays et qui on a une frontière commune. Ça, c'est un premier point. Mais ensuite, ce qu'il faut faire, c'est diversifier ses sources et chercher dans les statistiques officielles d'autres explications. Et c'est là que l'on trouve, notamment dans les rapports de la TIH par exemple, que le confinement a généré un abandon massif du soin habituel des gens, notamment le recours aux urgences pour les questions d'AVC, de crise cardiaque, où les gens ne se sont pas pointés aux urgences. Et j'ai un scoop, ils ne se sont pas pointés. On a un pic de mortalité à domicile qui correspond assez bien au nombre de gens qui n'ont pas eu
recours à l'hôpital. Bon, c'est un exemple parmi d'autres. Il y a aussi du recours massif à cette époque-là à des médicaments prétendument palliatifs, mais qui ont pour effet de faire que le cœur s'arrête, notamment le Rivotril à ce moment-là. Et donc, quand on observe qu'on a des corrélations parfaites entre l'utilisation de médicaments dits palliatifs, mais ici qui déclenchent plutôt des arrêts cardiaques et le décès des gens, notamment des gens inscrits Covid, on est en droit de se poser la question quand même, y a-t-il pas un rapport entre les deux ? À partir du moment où on dit on va plus soigner les personnes âgées, mais à la place on va les accompagner vers le décès à l'aide de molécules, notamment le Rivotril, mais aussi le midazolam, et qu'on constate au moment où on prend cette décision avec un décret particulier, qu'on a une mortalité qui commence pile à ce moment-là et qui va s'arrêter pile à la fin du décret, on a quand même des indices statistiques assez sérieux. Encore une fois, ce sont des indices, et la statistique ne va nous permettre que de dire « je ne rejette pas mon hypothèse de départ ». Mais voilà, ce sont des raisonnements logiques qu'il faut utiliser de façon à émettre des hypothèses qui peuvent être sensées. Donc pour bien comprendre votre raisonnement, j'observe statistiquement que suite au confinement, on a des pics de décès. Oui. Mon hypothèse serait que le confinement pourrait éventuellement avoir un lien avec l'augmentation des décès. En tout cas, ce que le statisticien constate, c'est que je ne peux pas dire que c'est faux au vu des chiffres que j'ai en ma possession. C'est exactement ça. Donc mon hypothèse n'est pas invalidée. Mon hypothèse n'est pas invalidée par les statistiques. Elle n'est pas prouvée, mais elle n'est pas invalidée. Elle n'est pas invalidée. À la suite d'un raisonnement logique, le raisonnement logique me dit aussi que tout cela, ça fonctionne. Et inversement, j'ai pu montrer également dans le premier livre que l'idée de dire que ce pic de mortalité serait dû à un virus tueur qui se déplace à la fois en France mais aussi en Europe ne tient pas la route avec les statistiques. Donc ce qui fait que j'utilise les statistiques pour réfuter l'hypothèse que ce pic de mortalité serait dû à un virus qui se déplace en France ou en Europe. Donc les statistiques pour être bien clair, parce que la plupart de nos auditeurs vous connaissent déjà, je pense, et pour ceux qui ne vous connaîtraient pas, vous, statisticiens, vous ne constatez pas dans les années 2020, 2021, 2022 de hausse de mortalité liée à un virus. Les hausses de mortalité que l'on voit ne peuvent pas... Déjà, est-ce qu'on en voit ? Il y a des hausses de mortalité sur des périodes courtes, notamment, comme je disais, dans le premier confinement, qui correspondent à, on va dire, ça doit correspondre à une dizaine de milliers de personnes, que des personnes âgées. Et quand on fait le calcul, ce sont plutôt des personnes âgées qui avaient une espérance de vie de moins de 3 mois. Donc ça, c'est vraiment ce petit pic-là qu'on voit à cette période-là correspond à ça. Et on montre à l'aide de statistiques que ce pic ne peut absolument pas être dû à un phénomène de virus qui se transmettrait d'humain à humain et puis qui se baladerait sur la planète. C'est juste pas possible. J'explique pourquoi dans le premier livre. Donc les statistiques me permettent de réfuter l'hypothèse du virus pour expliquer ces morts-là. Et en revanche, vu que je réfute cette hypothèse-là, je cherche d'autres hypothèses plausibles, et c'est là que j'en arrive à la conclusion, ou en tout cas à l'hypothèse de l'abandon plutôt, et puis du recours à des médicaments palliatifs en lieu et place du soin habituel, qui fonctionnent parfaitement, et toutes les statistiques sont cohérentes. Donc d'un côté, j'ai une théorie qui est incohérente et que je réfute, de l'autre côté, j'ai une théorie qui reste cohérente à l'aide de l'ensemble des statistiques à notre disposition. Donc, premier fait intéressant, le virus tueur vagabond, a priori, on n'a pas vu d'effet dans les statistiques sur la mortalité générale des populations. Deuxième point qui est quand même central dans votre travail, c'est la question de la vaccination, et notamment la vaccination obligatoire, parce qu'on nous a vendu un produit sûr et efficace, d'une nouvelle technologie. On en a parlé la semaine dernière avec notamment Alexandra Rognocode, qui dit c'est peut-être très intéressant, mais aujourd'hui, on n'a pas le recul pour en parler. Et j'ai tendance à lui faire confiance. On a aussi beaucoup parlé de la confiance en science, et on y reviendra peut-être, parce que justement, la question de la manipulation statistique semble centrale sur cette question de confiance. Mais donc, vous n'avez pas constaté statistiquement une protection particulière des populations avec le dit vaccin. Ce qui n'est pas... Non, en effet, et j'ai constaté l'inverse, c'est-à-dire que je vois à partir du moment où on lance des campagnes de vaccination, des hausses de mortalité en lieu et place des baisses qui étaient promises. Mais ce n'est pas étonnant puisque les rapports d'études de phase 3, les deux que j'ai étudiés, c'est-à-dire Moderna et Pfizer, pourquoi ces deux-là? Parce que c'est les deux qui ont principalement été utilisés en France, ne promettent absolument rien d'un point de vue de santé.
les fabricants de vaccins n'ont jamais promis que les gens, une fois qu'ils seraient vaccinés, seraient en meilleure santé, qu'ils auraient une meilleure survie, tout ça. La totalité de ces promesses, des propriétés de ces vaccins magiques ont été proférées sur des plateaux de télévision par des lobbyistes, par des politiques, par des prétendus experts, et même pas par les laboratoires eux-mêmes. Ce qui m'a donné le sentiment d'avoir à la télévision le même principe que les petits flyers que je reçois dans ma boîte aux lettres du grand marabout de mon quartier qui me propose à l'aide d'amulettes de réparer ma voiture, de me protéger contre les virus informatiques, de me rendre la santé, de faire revenir l'être aimé ou de guérir l'impuissance par exemple. Voilà. Des propriétés magiques de son amulette. On a eu la même chose pour les vaccins avec tout un tas de promesses, de propriétés magiques qui ont été proférées sur les plateaux de télévision et qui n'ont rien à voir avec les promesses qui ont été faites par les laboratoires. Alors ça, c'est très étonnant parce que on pourrait s'attendre à ce que des grands laboratoires pharmaceutiques disent on vous présente un produit qui se porte le nom de vaccin, en tout cas, c'est comme ça qu'on nous l'a vendu, à ma connaissance. Et donc c'est très utile de se le faire injecter. Mais qu'est-ce qu'ils promettaient si ce n'est une protection contre la maladie ? Contre aucune maladie. Ce que promettaient les vaccinateurs, c'est que leur vaccin ferait qu'il y aurait moins de tests positifs. C'est tout. Et donc, ça n'a rien à voir avec un quelconque état de santé. Juste, il y aura moins de tests positifs. C'est la seule promesse des fabricants de vaccins. Point. C'est pour ça que j'ai passé beaucoup de temps, notamment dans le premier livre, à démontrer qu'il n'y a pas le moindre rapport entre un quelconque état de santé et les fameux tests Covid. Donc ce qui montre que les vaccins ne peuvent pas avoir de propriétés concernant un quelconque état de santé. Ça ne protège pas contre le fait d'être malade, mais uniquement ils prétendent protéger contre les tests positifs. En utilisant un twist assez intéressant et simple comme bonjour, qui fait que normalement n'importe quel étudiant de première année statistique qui lit les rapports Pfizer et Moderna sait qu'il faut jeter ces rapports à la poubelle. Et j'insiste sur un étudiant de première année, c'est pas la peine d'aller plus loin. Pour l'expliquer très simplement, mettons que nos laboratoires aient en effet réalisé un vaccin qui protège contre le fait d'avoir un test positif. Ils vont mettre en place un protocole de façon à prouver cet élément. Donc ça, le principe est assez simple initial, c'est il vous faut un groupe qu'on appelle un groupe test et un groupe témoin. Un groupe test que vous vaccinez avec le produit et un groupe témoin que vous ne vaccinez pas, à qui vous donnez un autre produit où les gens ne sont pas censés savoir ce qu'ils ont reçu de façon à ne pas influencer le résultat. Et là, vous vous dites, moi je suis un laboratoire honnête, je vais en effet prouver que grâce à mon vaccin, j'aurai moins de tests positifs chez mes vaccinés. Qu'est-ce que vous faites ? Vous êtes un laboratoire honnête. Eh bien, vous allez tester toute votre population à intervalles réguliers de façon à tester le même nombre de fois de chaque côté et vous allez compter votre nombre de tests positifs. Ça semble cohérent pour le moment. Eh bien, c'est pas ce qu'ils ont fait. Ils ont distribué des tablettes à tout le monde et les gens, quand ils se sentaient malades, ils envoyaient un petit message disant « Je me sens malade, peut-être qu'il faut que je me fasse tester ». Et là, ensuite, c'est le laboratoire qui décidait « Oui, on va vous tester » ou « Non, on ne va pas vous tester ». Et donc, on a un problème, notamment chez Pfizer, puisqu'on a même un témoignage interne. Et puis, dans le protocole utilisé, on a un problème sur le secret. C'est-à-dire que si le secret est rompu, si le laboratoire sait qui est vacciné et qui n'est pas vacciné, eh bien, vous avez un vacciné qui appelle, qui dit « J'ai des symptômes, il faudrait peut-être me tester ». Vous voyez qu'il est vacciné. Vous n'avez pas très envie qu'il y ait un test positif. Vous lui dites quoi ? Non, mais reste chez toi, ça va passer. Prends donc un petit Doliprane et ça va bien se passer. Vous avez un non-vacciné qui appelle, quelqu'un qui a reçu du placebo. Et lui, il dit, voilà, j'ai des symptômes. Vous lui dites, oui, viens de tester, on va plutôt tester deux fois qu'une. Avec ce protocole, tout ce que vous pouvez faire de manière très simple, c'est vous allez tester très souvent les non-vaccinés de façon à avoir des chances de trouver des tests positifs à l'intérieur. Et puis les vaccinés, eux, surtout vous évitez de les tester, ce qui vous fera que vous n'aurez pas de test positif puisque tout simplement vous ne testez pas. Et les rapports finaux ne nous donnent pas le nombre de tests qui ont été réalisés dans chaque population. On voit en revanche des choses intéressantes, par exemple le fait que les vaccinés ont pris beaucoup plus de Doliprane, de médicaments contre la douleur, etc. que les autres. On voit quand même qu'il y a eu tout un tas de vaccinés qui se sont plaints d'être malades pendant la première semaine, notamment après la vaccination, alors que ceux qui ont reçu le placebo, ça allait. Ce qui a fait d'ailleurs que les laboratoires ont pris une décision assez centrale qui a été de dire pendant les 7 jours après la vaccination,
on compte rien. Même tout test positif ne va pas compter, puisque sinon ça inverse les résultats. Et donc on neutralise cette période-là, ce qui fait que derrière on a dit aux gens la même chose quand on a distribué les vaccins. Attention, c'est pas efficace les 7 premiers jours, machin truc. C'est parce que ça a été utilisé comme technique pendant les essais. Donc voilà, ils ont mis en place tout un protocole qui a permis de faire cette grande quelque chose d'extrêmement simple, mais voilà un grand, on va dire un principe qui est extrêmement efficace. Je ne teste pas les vaccinés et je teste sur tous les non vaccinés. Attendez, parce que je suis même pas sûr de bien comprendre tellement ça me semble énorme. Vous nous dites qu'ils ont pris, mettons, un groupe A, 20 000 personnes. 20 000 personnes. Un groupe B, 20 000 personnes. Bon, jusque-là, 2 groupes de même taille. Et ensuite, ils n'ont pas retesté les 20 000 personnes. Et ils n'ont même pas pris un pourcentage aléatoire qui serait identique dans les 2 groupes. Non. Ils ont testé. Donc en fait, ils ont testé un autre groupe. Ils ont testé qui ils avaient envie quand ils avaient envie. Donc vous avez 20 000 personnes vaccinées qui vont éviter de tester. Et vous avez mis 20 000 personnes à qui ils ont donné des placebos qui vont tester très souvent jusqu'à avoir suffisamment de tests positifs. Et quand ils ont eu, je crois que c'est 8 tests positifs chez les vaccinés et 162 chez les non-vaccinés, eh bien ils ont dit, voilà, on a un vaccin surefficace et on a prouvé que les non-vaccinés avaient plus de tests positifs que les autres. Ben oui, parce qu'ils les avaient davantage testés. Point. Alors là, je suis désolé, mais à ce niveau-là, on va revenir à des thèmes que vous développez dans votre livre. Vous avez des mots quand même assez durs, notamment le mot de corruption, qui revient à plusieurs reprises, mais dès l'introduction. Oui, enfin là, je ne vois pas, au moins sur un plan strictement intellectuel et scientifique, c'est de la corruption, c'est-à-dire que on change la nature de la vérité. Enfin, en tout cas, on ne se donne pas les moyens de rechercher la vérité, mais derrière, à une telle échelle, ça veut aussi dire qu'il y a une corruption directe, enfin vénale. Bah écoutez, parce que c'est énorme ce que vous nous racontez là. Oui, mais alors pour en avoir discuté avec certains des microbiologistes, des biologistes ou même quelqu'un d'assez connu qui a fait un gros travail sur le sujet en détaillant dans un livre tout ce qu'avait fait Pfizer, c'est Christine Coton d'ailleurs, dont je conseille le livre, Tous vaccinés, tous protégés. Donc elle dénonce en effet ce genre de pratique. Ce que je vous dis, c'est moi ce qui m'a sauté aux yeux en tant que lecteur et statisticien. Christine Coton a fait un gros travail pour développer sur la totalité, on va dire, des fraudes, des manquements en bonne pratique qu'il y a chez Pfizer. Donc ça, moi, je vous dis ce qui me paraît le plus énorme en première lecture, mais du côté de Christine, vous aurez vraiment tout ce qui fait que tout est à mettre à la poubelle. Mais du coup, en effet, tout le monde s'est dit, c'est énorme. Quand on a lu et qu'on a vu qu'ils ne testaient pas le même nombre de fois chaque cohorte, c'est tellement gros qu'on se dit, mais n'importe qui, comment c'est possible d'obtenir une validation d'un tel protocole qui est à mettre à la poubelle de manière aussi évidente. C'est un mystère. Je ne sais même pas s'il s'agit d'une pression financière, d'une pression politique, d'une pression résultat, c'est-à-dire que comme tout le monde est terrorisé et veut absolument une solution, on va se jeter sur la première promesse qu'on reçoit. Je vais peut-être finir quand même sur cette question du fait de ne tester que les non-vaccinés. Mais la totalité des pays qui ont contracté avec Pfizer, Moderna et ces nouveaux vaccins ont réalisé le même protocole dans la population. Je rappelle que tous ces pays ont mis en place un pass sanitaire assez rapidement après la vaccination. Pass sanitaire qui avait pour effet de faire quoi ? Vous êtes vacciné, vous ne vous testez pas. Vous pouvez accéder à l'ensemble des installations publiques sans avoir de test. Vous êtes non vacciné, vous devez vous tester tout le temps à chaque fois que vous voulez rentrer quelque part. Et donc, dans la population générale, on a mis en place la même escroquerie intellectuelle que du côté des laboratoires. On ne teste que les non-vaccinés et on ne teste pas les vaccinés. De fait, vu que le vaccin était censé protéger des tests positifs, le vaccin était efficace, puisque le vaccin protège du fait de se faire tester. Et donc, pendant toute la période du pass sanitaire, on trouve plus de tests positifs chez les non-vaccinés que chez les vaccinés, tout bêtement, parce qu'ils se testent plus. Point. Donc l'ensemble de ce que l'on a vécu, la perception de la maladie basée sur les tests, on y reviendra certainement, mais aussi l'efficacité vaccinale est basée sur un principe qui est simple comme bonjour. Voilà, vous voulez rentrer quelque part, eh bien si vous n'êtes pas vacciné, vous vous testez. Si vous êtes vacciné, vous vous testez pas. Et ça s'arrête là. Et vous avez un vaccin efficace.
Vu que vous lancez le sujet, on va peut-être continuer justement sur cette question des tests, parce qu'en vous lisant, c'est quand même... c'est Enfin, on n'est plus du tout dans des conditions habituelles scientifiques. Vous allez nous expliquer ça. Ces tests, en fait, ne testent pas... Enfin, on comprend en vous lisant que ça ne teste pas une maladie. Ça teste des tests. Enfin, si j'ai bien compris, Oui, c'est ça. c'est qu'on se donne un protocole pour trouver ce qu'on cherche, c'est-à-dire des tests positifs. Vous avez différentes manières d'envisager la critique de ces tests. Vous pouvez avoir une méthode qui part du bas ou une méthode qui part du haut. Peu importe. La méthode qui part de l'origine, c'est peut-être la plus compliquée. Il faut partir de la définition de ce qu'on a appelé le Covid-19, puis ensuite la définition de ce qui a été appelé le SARS-CoV-2, la chaîne ARN qui en découle, la manière dont on construit les tests, etc. C'est peut-être la plus compliquée. Mais on peut montrer par cette voie que les tests Covid-19 sont tous à mettre à la poubelle. Ils ne sont pas basés sur quelque chose de scientifique. L'autre méthode que je propose, qui est une méthode de statisticien, c'est de partir du haut. C'est-à-dire de partir des résultats des tests. Voilà. Et quand on étudie les résultats des tests Covid-19, on se rend compte qu'ils sont absolument incohérents. C'est-à-dire qu'ils n'ont aucun rapport avec la maladie. Comment ça se passe ? Déjà, il faut peut-être revenir quelques secondes sur savoir ce que c'est qu'un test. Un test, ce n'est pas la réalité. Un test, c'est un test. Chacun connaît le test de grossesse. J'aime bien rappeler cet exemple parce qu'il parle à tout le monde. Un test de grossesse, ça peut s'acheter en pharmacie et ça permet à une femme qui veut savoir si elle est enceinte, elle fait pipi sur le test et si le test détecte c'est une certaine protéine, dans ces cas-là, il sera positif, ce qui donne une indication à la femme qu'elle est enceinte. Le test est un test. La réalité, c'est le fait d'être enceinte ou pas. Les tests concernant le fait d'être enceinte, ils sont considérés comme très fiables, mais ils n'ont pas une fiabilité de 100%. C'est-à-dire que vous prenez le 9 millions de petits garçons européens de 9 ans et vous décidez de lancer un grand dépistage sur le fait qu'ils sont enceintes ou pas. Tous, ils font pipi en même temps sur un test de grossesse. Vous aurez des petits garçons de 9 ans qui auront des tests de grossesse positifs. Voilà. Qu'est-ce que vous faites d'un petit garçon de 9 ans qui a un test de grossesse positif ? Donc vous lui faites démarrer un suivi de grossesse asymptomatique pendant 9 mois. Non, le petit garçon de 9 ans, il n'est pas enceinte. Voilà, c'est ce qu'on appelle un faux positif. Ouais, et d'ailleurs, même sur le cas des femmes enceintes, qui ont eu 4 enfants, on sait très bien qu'il y a un test quand on suppose qu'il y a quelque chose, et ensuite on va chez le médecin faire une prise de sang pour confirmer ou non la validité du test, qui lui, en fait, ne sert que à se donner une alerte, en quelque sorte. Même la prise de sang est à considérer comme un test plus fiable. Ce qui sera fiable, ce sera plutôt avec une échographie, pour être sûr qu'il y a quelque chose à l'intérieur. Donc le test, mais ça illustre le fait, l'existence des faux positifs. Inversement, si vous avez une femme enceinte que vous avez vue à l'échographie par exemple, ou juste qui a un gros bidon et quelque chose qui bouge à l'intérieur, qu'elle fait pipi sur un test de grossesse et que le test de grossesse est négatif, est-ce que vous allez lui refuser l'accès à la salle d'accouchement le jour J ? Non. La réalité, encore une fois, c'est qu'elle est enceinte. Si le test de grossesse est négatif, c'est ce qu'on appelle un faux négatif. Vous pouvez mesurer la fiabilité de vos tests en faisant ça, puisque vous avez vos femmes enceintes qui sont la référence et vos tests. Vous avez vos femmes enceintes, elles font toutes pipi, vous en prenez 10 000 qui font pipi sur un test de grossesse. Tout test négatif, c'est un faux négatif. Ça permet de mesurer ce qui s'appelle la sensibilité du test. Le pourcentage de faux négatifs, c'est la sensibilité du test. Vous prenez ainsi tout un tas de femmes pas enceintes ou des hommes qui font pipi sur un test de grossesse. Tout test positif, c'est un faux positif. Ça permet de mesurer ce qu'on appelle la spécificité du test. Donc les deux pourcentages, sensibilité et spécificité, ça vous montre la fiabilité du test. Pour calculer donc la fiabilité d'un test, il vous faut votre test et il vous faut votre référence, qui s'appelle en science le gold standard, la réalité. La réalité, c'est la femme enceinte. Donc grâce à la réalité qu'est la femme enceinte, on peut mesurer la fiabilité d'un test de grossesse. Pour le test Covid-19, comment a-t-on mesuré la fiabilité du test Covid-19 ? Donc je vous pose la question, c'est quoi le Covid-19 ? Intuitivement, on dirait une maladie générée par un virus vagabond et tueur appelé Covid-19. Mais quel est le gold standard ? C'est-à-dire, comment vous reconnaissez un malade du Covid-19 ? Sans votre test, Puisqu'il faut étalonner votre test. Vous devez d'abord définir une réalité. C'est quoi ? Vous avez une personne en face de vous
Comment vous savez si c'est un malade du Je suis Covid-19? fatigué, j'ai mal à la tête, je tousse, j'ai le nez qui coule. Et donc ces symptômes-là, c'est le Covid-19, c'est pas autre chose. Vous voyez, si vous allez taper sur Google, vous verrez en effet maux de tête, fatigue, nez qui coule, toux, nausées, diarrhée, et même parfaite santé aussi. En fait, tout est du Covid-19. Il n'y a pas de définition scientifique du Covid-19. Ce qui fait que ce qui a donc, c'est-à-dire que la référence, la réalité n'existe pas, n'a pas de définition scientifique. Et donc, quand on a créé le test, comment on a fait pour savoir si le test était valide? Eh bien, on ne l'a pas fait. Le test Covid-19 n'a pas de référence médicale, et donc c'est le test qui est devenu la référence. C'est donc, de base, une escroquerie intellectuelle et un raisonnement circulaire. Personne n'a pu tester la validité du test Covid-19 puisqu'on n'a pas de référence réelle dans la réalité de ce qui s'appelle Covid-19. Et donc, de base, on a un problème de raisonnement circulaire où on a un test dont on ne sait pas ce que ça vaut puisqu'on ne peut pas le comparer à une vraie référence. Et ça, c'est un problème. Donc ça, c'est un problème que je montre notamment dans le premier livre. Malgré ce problème, on a quand même des résultats. C'est-à-dire qu'on a tout un tas de gens qui se sont fait tester avec un test, encore une fois, qui n'a pas de référence, dont on ne sait pas ce qu'il vaut. Et on a des résultats. Un résultat de test, il va être dans 4 catégories. Parce qu'un test, il peut être soit positif, soit négatif. Hein. Et puis, on peut être soit symptomatique, c'est-à-dire malade, soit asymptomatique, soit en parfaite santé. Donc, on peut avoir un test positif en étant symptomatique, un test positif mais en étant asymptomatique. On peut avoir un test négatif mais en étant symptomatique. Et on peut avoir un test négatif en étant asymptomatique. Ça nous fait 4 catégories. Et ces données-là, on les a, tout est détaillé sur le site du ministère de la Santé. On peut tout télécharger et on peut aller voir mois par mois et comparer ces différents chiffres. Et on obtient en 2021 un résultat extrêmement intéressant qui est que, eh bien, par exemple, les gens sont allés se faire tester et un certain nombre d'entre eux ont eu un test positif. La question étant, oulala, j'ai un test positif, que va-t-il m'arriver? Vous regardez les statistiques 2021, vous voyez que les gens qui avaient un test positif étaient en majorité en parfaite santé. Le test Covid-19, quand il est positif, majoritairement, vous êtes en parfaite santé. Réjouissez-vous. Vous avez donc un prétendu virus qui rend la santé. Inversement, les gens qui avaient des symptômes, c'est-à-dire, voilà, ils se présentent, j'ai des symptômes du Covid-19, je vais me tester. Ils se testent. En écrasante majorité, ces gens-là avaient des tests négatifs. Le test Covid-19 est fabuleux. Eh bien, quand vous avez un test positif, c'est que vous êtes en parfaite santé. Et quand vous êtes malade, eh bien, vous avez un test négatif. C'est donc un test qui marche à l'envers. Bravo. Et ça, ce sont des données publiques qui sont téléchargeables au niveau du ministère de la Santé. Alors, ça pose quand même une question grave. Vous avez dit, la réalité n'existe pas. Et on voit de plus en plus, mais dans plus en plus de domaines, on a l'impression que le réel n'existe pas, mais n'existe que le discours qu'on colle sur le réel, donc ce qu'on appelle maintenant le narratif. C'est l'histoire qu'on raconte compte plus que la réalité des choses. Mais ça, j'ai quand même vaguement l'impression de me retrouver en URSS. Et d'ailleurs, il y avait une utilisation statistique frauduleuse en URSS. On sait d'ailleurs comment ça se faisait à chaque échelle pour se faire bien voir. Et comme on était dans un système uniquement matérialiste reposant sur la quantité de choses produites, notamment, chacun voulait tirer la lumière à lui et donc augmenter ses propres statistiques. Et on se retrouvait à la fin de la chaîne avec des chiffres parfaitement farfelus qui ne représentaient plus le réel. Mais on pouvait dire, nos chiffres sont excellents, regardez. Mais à côté, il suffisait de regarder le réel pour se rendre compte qu'il n'y avait plus aucun rapport. Il y a une décorrélation, pour le coup. Oui, il y a un exemple qui a marqué les esprits sur, je ne sais plus quel recensement russe, je vais dire une bêtise, c'est pas 1929, je me rappelle plus de la date, il faudrait vérifier, et où avec un recensement exhaustif de la Russie de l'époque, de l'URSS, qui a donné des résultats où, on va dire, l'explosion démographique qui avait été promise par l'essor du communisme n'a pas eu lieu, et où l'ensemble des protagonistes, c'est-à-dire des chercheurs qui ont fait correctement leur travail, se sont tout simplement fait fusiller et on a recommencé un nouveau recensement qui donnait les résultats attendus. Mais voilà, il y a bien une désinstrumentalisation des statistiques dans l'histoire, c'est monnaie courante. J'ai parlé de Necker pour la France, en Russie, il y a aussi d'autres exemples. Là, on a en effet passé un stade qui est en effet une décorrélation de l'observation par rapport à la théorie.
Ça, d'ailleurs, si on revient dans le passé, ça a été le cas aussi. Il y a des exemples du passé assez nombreux sur des choses qui se passent en physique, mais aussi en médecine, où on a une histoire qui est racontée, qui est basée sur une théorie, on déroule une théorie, et quand on cherche à faire des mesures, la théorie ne tient pas la route, mais on maintient quand même cette théorie. La théorie du virus tueur qui est censé ravager l'humanité, comme je le disais, notamment du point de vue de la mortalité, ne tient absolument pas la route à partir du moment où on se pose 5 minutes et on essaye de challenger cette théorie. C'est-à-dire, je me demande si cette théorie est exacte ou pas. Je sors les statistiques et je la questionne. Si je la questionne, je me rends compte que ça ne tient pas la route. Mais on n'a pas le droit de critiquer cette théorie, et donc on a un ensemble politico-médiatique et puis de pseudo-scientifiques qui refusent de questionner cette théorie, qui la considèrent vraie et qui vont tenter d'y faire des ajustements réguliers pour faire semblant que ça colle avec les chiffres. Donc c'est bien ça qu'on est en train de vivre. Ce que je montre sur les tests, par exemple, qui est vraiment criard à partir du moment où on s'amuse à télécharger les chiffres, eh bien, on a eu toute une histoire qui a été racontée sur les vagues de prétendus malades asymptomatiques qui déferlaient sur la France, avec des soi-disant variants qui donnaient plus ou moins de symptômes, pour expliquer pourquoi on avait des tests positifs à différentes périodes. La réponse est simple, on a eu des vagues de tests positifs bien quand on imposait aux gens de se tester. Point. Quand on a lancé des grandes vagues de tests, on avait des grandes vagues de tests positifs. Et ça s'arrête là. Mais ça n'a pas empêché des chercheurs, des médecins, des scientifiques de tous bords, qu'ils soient pour le gouvernement ou contre d'ailleurs, de nous raconter des histoires sur ces fameux variants qui expliquaient pourquoi on avait ces différentes vagues, mais qui ne tiennent pas la route 2 secondes quand on se pose la question de la réalité. Y avait-il vraiment des malades, des morts à ces moments-là qu'on pouvait quantifier et attribuer à ce fameux virus? Mais on en vient, j'ai envie de dire, à la question de départ. Parce que on nous impose des tests, on nous vend un vaccin, on nous vend les masques, on nous vend... D'ailleurs, vous avez un développement sur les masques, ça serait peut-être... Mais je ne sais pas si on aura le temps de tout voir. Mais c'est à peu près le même raisonnement. Et tout ça, alors qu'on n'a pas de réalité objective... Enfin, on a une réalité objective, c'est la politique qui est menée. Donc on a bien un confinement, on a bien des morts, on a bien des problèmes dans certains hôpitaux dû à la politique engendrée par les États. Mais ces États, ils ont réagi parce qu'ils ont eu peur de quelque chose. Et cette peur, elle se fonde bien sur quelque chose de réel. Pour le coup, on a eu des scientifiques qui nous ont dit « Mais attendez, si le virus se reproduit de telle manière, on va avoir une catastrophe. Donc il faut faire quelque chose pour lutter contre la catastrophe. » Mais d'où ça vient, cette première erreur de se dire... Enfin, d'ailleurs, est-ce que c'est une erreur ? Je n'en sais rien. Enfin, j'ai une petite idée, mais je vous pose la question. Et on en vient à cette question de la modélisation. Ces modèles qui permettent d'anticiper un développement qu'on n'a pas observé, mais qu'on prévoit. Y a-t-il un problème ? Et si oui, quel est le problème ? Oui, le problème, il est énorme et il est bien connu. Ça fait... la première grande peur qu'il y a eu lancée par les modèles de propagation épidémique, ça a été la grippe H1N1, dont un certain Neil Ferguson avait annoncé que c'était la fin de l'humanité, donc c'était en 2009, sur la base de son modèle, et c'est le même qu'on a retrouvé 10 ans plus tard, en 2020, en racontant la même chose avec son même modèle et en racontant que ça allait être la fin de l'humanité. Donc on a bien un problème de modélisation. C'est-à-dire que... mais le problème de modélisation, il vient d'une croyance commune et qui date pas d'hier, qui est cette espèce d'idée de la fin du monde qui est proche. Voilà, cette idée de millénarisme qui est commun malheureusement à beaucoup de personnes haut placées en France ou de chercheurs assez connus d'ailleurs, qui sont persuadés qu'il va y avoir la fin du monde et que cette fin du monde prendra certainement la forme d'un virus tueur qui va ravager la planète. D'ailleurs, cette croyance, elle est ancrée dans les esprits de manière régulière et répétée par une filmographie qui est très abondante, des séries télévisées, des jeux de société, et donc c'est devenu vraiment de la culture. Il y a une culture populaire de la fin du monde du virus tueur, avec un scénario qui est le même à chaque fois, qui est répété dans toutes ses œuvres, ce qui fait que même tout le monde s'attend à dérouler la suite du scénario dès qu'il commence.
Bon, voilà, dès qu'on annonce une équipe de scientifiques a découvert un virus tueur dans telle partie du monde, voilà, les gens s'attendent à ce qu'on trouve le premier patient, le fameux le patient zéro, là, qui va être le premier humain contaminé, qu'ensuite il lance une chaîne de contamination, que les gens tombent malades, etc., que ça se répande dans le monde, qu'il y ait des tests pour qu'on sache qui est malade ou pas. C'est le modèle Ferguson dont vous parliez tout à l'heure, en quelque sorte. Alors, on part d'un point X, et je fais tourner un modèle dans lequel, depuis X, ça va se répandre à tant de personnes selon tel pourcentage et selon telle vitesse. Et ensuite, j'extrapole, je fais tourner ma machine, et là, j'arrive à la moitié de l'humanité est morte dans 3 semaines. Enfin, c'est à peu près ça. Je caricature, mais... Ah non, c'est à peu près ça, avec un modèle de Ferguson qui, en effet, va simuler cette propagation épidémique d'un premier humain qui serait malade pour le transmettre à son voisin. Selon tout un tas de paramètres, leur proximité, l'endroit où ça se trouve, la température qu'il fait, peu importe. Je crois qu'il y a 900 paramètres dans le modèle de Ferguson qu'il faudrait changer à chaque fois et tous les vérifier, mais tout est mis de manière empirique d'ailleurs. Oui, c'est ça, parce que par exemple, je vais dire, moi là, je suis contaminé par le virus tueur, on est 4 dans cette pièce, il y a une chance sur 2 pour qu'une personne à moins de 5 mètres reçoivent le virus. Mais comment je calcule c'est une chance sur 2 ? Tout ça, ce sont des paramètres que dans le modèle de Ferguson, tout est mis de manière empirique. Et puis ensuite, c'est d'ailleurs un modèle qui est même ce qu'on appelle stochastique, c'est-à-dire si vous le lancez 2 fois, vous n'avez pas le même résultat au bout. Donc voilà, on le lance jusqu'à ce qu'on ait le résultat de la peur qu'on a envie d'avoir, et puis on envoie ça, notamment le premier confinement français, je crois qu'il démarre juste après que le président français ait reçu un message de l'Imperial College of London qui annonçait la fin de l'humanité et qu'il fallait absolument confiner. D'ailleurs, en annonçant que même si on confinait, ça allait tuer, je ne sais plus, 500 000 personnes en Angleterre, quelque chose comme ça. Même avec confinement, mais que le confinement permettrait qu'il y ait quelques survivants au bout, quoi. Voilà, évidemment, on a vu que la réalité n'a absolument pas confirmé les prévisions de Neil Ferguson, mais on s'en fout. La totalité des prévisions de Neil Ferguson depuis 10 ans, où il annonce la fin de l'humanité, mais on va dire de manière très répétée, quasiment tous les ans, il n'y en a jamais aucune qui, évidemment, on est là pour en parler, donc qui s'est réalisée, mais c'est pas grave. Il tente le coup en permanence, il reçoit des tas de fonds pour faire son modèle, d'ailleurs, et puis pour promouvoir cette espèce de culture de la peur où on promeut cette idée du virus tueur qui va ravager l'humanité. Le modèle alors ça, c'est le modèle de Neil Ferguson, mais ensuite, une fois qu'on est passé en mode peur, on a vu apparaître aussi tout un tas de modèles qui expliquaient la réplication du virus, comment les gens se transmettaient la maladie, etc. Le modèle principal qui est utilisé, c'est un modèle assez simple, un principe de base. En mathématiques, on ne sait faire que des choses simples, avec des fonctions simples. C'est quelque chose qui est assez connu pour ceux qui font de la modélisation. La modélisation suppose de simplifier à l'extrême la réalité, en s'en éloignant évidemment le plus possible. On sait faire des mathématiques, notamment par exemple, même en physique, on est obligé de toujours simplifier pour réussir à faire des équations. Voilà, les différents modèles utilisés, par exemple, sont utilisés pour expliquer ce qui se passe quand 2 molécules se rencontrent, est-ce qu'elles vont faire une nouvelle molécule, etc. Mais c'est des suppositions où on fait des choses très simples, avec des molécules très simples, dans un environnement qui est complètement clos, etc., avec que des molécules pareilles, machin. Il n'y a que comme ça qu'on réussit à faire des équations. Et donc ensuite, quand on applique ces modèles et qu'on veut faire des choses plus complexes, par exemple avec nous, le vivant, le fait de se déplacer, il n'y a rien qui va fonctionner. C'est tellement complexe qu'on ne peut même pas faire de maths avec. Donc on simplifie à outrance en ayant des modèles avec quelques petits paramètres à l'intérieur sur lesquels on va pouvoir jouer. Le modèle utilisé sur tout ce qu'on a vécu s'appelle le modèle qui s'appelle SIR. C'est-à-dire qu'on divise la population en 3 catégories. Il y a les personnes qui sont susceptibles d'être malades, les S. Il y a les personnes qui sont infectées, le I. Et les 4e personnes sont les personnes qu'on dit rétablies ou décédées. Voilà, c'est la même chose. C'est-à-dire que les rétablis ou les décédés ne sont pas censés re-être malades une 2e fois. Voilà, donc maintenant on dit SIRD pour distinguer les décédés et les rétablis. En fait, les personnes susceptibles, a priori, c'est tout le monde. On ne sait pas mesurer. Les personnes infectées, on n'a même pas de mesure pour dire dans une population qui serait infectée. On a des résultats de tests sur une partie de la population. Mais encore une fois, même en admettant que ces tests veulent dire quelque chose, ce n'est qu'une estimation. La seule chose que l'on peut suivre au fur et à mesure du temps, ce sont des personnes qui sont décédées.
Donc on a des courbes de décès qu'on réussit à suivre dans le temps. Et ce que l'on fait avec cette fameuse courbe SIRD, là, pour caler ces différents paramètres, on se sert de la courbe des décès de façon à dire, voilà, j'estime, puisque voici les décès, j'estime qui étaient les personnes infectées, décédées, et puis j'estime les différents paramètres. Par exemple, ce dont vous avez parlé, la probabilité de contaminer quelqu'un d'autre. Eh bien, vous l'estimez avec les peu de données que vous avez, ce sont les décès. La probabilité de décéder une fois qu'on est infecté. Voilà. Ça aussi, pareil, ce sont des paramètres que vous estimez sur la simple base des données que vous avez qui ne sont pas grand-chose. Donc tout ce que vous avez, ce sont des décès. Et avec ces décès-là, vous calez vos différents paramètres de façon à trouver une courbe qui va correspondre à la réalité. La courbe SIRD, quand vous la tracez, ça donne ce qu'on appelle une courbe en cloche, dont on a déjà parlé, c'est-à-dire une augmentation du nombre de décès, un pic de décès et puis ensuite une baisse. Donc quand vous voyez que vous avez une courbe en cloche, les épidémiologistes amateurs s'amusent tous, grâce à cette courbe en cloche, à retrouver quel était le modèle SIRD pour annoncer voilà ce que c'était que le R0, le taux de contamination, voilà ce que c'était que le risque de décès, etc. Bon. Ce qu'on montre dans le premier livre, c'est que on peut, sur la base des morts en mars-avril 2020, si on veut, calculer notre courbe SIRD pour faire des annonces, voilà quelle était la létalité du virus, en supposant que tout ça est vrai. Ce qu'on a montré pour un exercice amusant, certaines personnes se rappellent qu'en 2003, il y a eu une canicule. Une canicule en France qui a vraiment fait un grand pic de décès. Même s'il y avait moins de Français à cette époque-là, la canicule de 2003 a quasiment éliminé de la France toutes les personnes qui étaient nées au début du XXe siècle. Les centenaires, ils sont quasiment tous décédés. Ça a été ravageur. Eh bien, cette canicule, elle fait au niveau des décès aussi une courbe en cloche. On a une augmentation des décès avec un pic et puis ensuite ça redescend autour de la période caniculaire. Eh bien, on s'est amusé avec Z Brioché à faire un modèle SIRD. C'est-à-dire qu'on a supposé que cette courbe de décès était due en fait à un virus tueur de l'été 2003 qui s'est propagé dans la population des personnes âgées. Et on a demandé au modèle, calcule-nous le modèle SIRD et donne-nous les paramètres. C'est-à-dire, ce nouveau virus tueur inconnu de 2003, quel était son taux de létalité, quelle était la probabilité pour une personne âgée d'infecter une autre personne âgée qui allait ensuite transporter ce virus-là. Voilà. Et on a réussi à calculer nos paramètres. C'est-à-dire que sur la base de n'importe quelle courbe de décès, on peut faire l'hypothèse qu'il s'agit en fait d'un virus tueur et puis ensuite calculer les différents paramètres. Ce qui montre que ce qui va orienter la perception des politiques, des scientifiques sur le fait que c'est un virus tueur ou pas, c'est juste l'hypothèse de départ. Si vous décidez que c'est un virus tueur, vous mettez en branle la totalité des statisticiens du monde, des chercheurs, en les mettant sur le focus, dites-nous c'est quel virus tueur, comment il se répand. Ils font le calcul, ils vous donnent un résultat sur la base de cette hypothèse, mais vous pouvez faire la même supposition pour une canicule. Et on a même montré que les résultats pour la canicule 2003 sont meilleurs que pour cette histoire de Covid. Oui, mais alors si je reviens au début de notre discussion, ce que vous dites, ça me prouve que je ne peux pas inférer de ces courbes en cloche à chaque fois que ça soit un virus tueur, mais pour autant, si j'ai un virus tueur, je peux bien aussi avoir une vraie courbe et donc, a posteriori, retrouver mes bons critères de modélisation. Exactement, et donc c'est-à-dire que votre virus tueur, vous ne pouvez pas le prouver comme ça. Vous devez mettre en place des expériences avec du réel, c'est-à-dire quelque chose qui fonctionne dans un laboratoire pour montrer que vous avez bien un virus tueur quelque part. Et surtout, je ne peux pas prédire son expansion avant que je ne connaisse sa courbe. Mais encore une fois, la première chose, et je vous mets au défi de me sortir un papier scientifique qui démontre ça, quel est le papier scientifique qui montre qu'on a réussi à isoler un élément correctement qui s'appellerait SARS-CoV-2, et qu'ensuite on a prouvé que cet élément tuait quelque chose. Je demande à voir cette étude-là. Pour l'instant, je ne l'ai pas. Les seules études qu'on m'a mis sous le nez n'identifient pas correctement ce prétendu élément pathogène, et ensuite, quand ils prétendent l'injecter à des souris, ils le font de manière
qui prêterait à sourire si ce n'était pas juste de la maltraitance animale, quoi. C'est-à-dire enfourner des choses à l'aide de seringues en énorme quantité dans le nez des souris jusqu'à leur remplir les poumons. Voilà, c'est pas une preuve de grand chose concernant un prétendu virus tueur, hein. C'est surtout la preuve qu'on est en train de maltraiter des souris et on va dire de les étouffer à l'aide de produits toxiques, hein. Point. Donc, à ce stade, ce qui nous manque depuis le début de cette histoire, c'est l'identification de cet élément qu'on va suivre partout, qui serait le pathogène, pour ensuite, une fois qu'on l'a correctement identifié et qu'on a étudié ses propriétés, pourquoi pas commencer à étudier sa propriété dans la population. Mais là, on a fait l'inverse, c'est-à-dire qu'on est parti sans avoir rien prouvé de probant initialement, hein, on va dire quelque chose qui soit vraiment irréfutable d'un point de vue de la science expérimentale. On est directement parti très tôt, hein, sur l'idée de tester la population, de faire des tests PCR et de raconter cette histoire de virus qui se répand et qui tue les gens sur la base de tests PCR. Ce qui est l'inverse d'une démarche scientifique, hein. Ce qui m'intéresse beaucoup, il y a beaucoup de choses très intéressantes dans ce que vous avez écrit, mais vous reprenez des mots comme prédiction, comme vous parlez de nouvelle religion, vous parlez parfois de marabout, de charlatan. Et ce que je trouve intéressant, notamment avec cette question de la modélisation, c'est que j'ai l'impression qu'on revit avec des nouveaux augures, donc avec ces présages. On étudie les signes, alors que, soi-disant, on est dans une société rationnelle, scientifique, où il faut croire en la science, mais on se retrouve avec des nouveaux religieux, des nouveaux inquisiteurs, avec quelque chose qu'il faut croire, avec des prédictions qu'il faut croire, et si le réel ne correspond pas à ce qu'on nous a annoncé, c'est pas le réel c'est pas nous qui avons tort, mais c'est le réel, et il faut adhérer à cette histoire. Et est-ce que vous pourriez développer un peu sur ça, parce que c'est les termes que vous utilisez, hein, de marabout, de religion, de prédiction, sur cette nouvelle religiosité en quelque sorte. Oui, alors déjà, vous avez utilisé une phrase qui est pleine de paradoxes. Quand vous dites croire en la science, qu'on a entendu mais partout à la télévision, en fait, c'est bien ça le problème. C'est-à-dire que la science, normalement, c'est tout sauf de la croyance, et ça n'est pas autre chose que du débat. Et il s'agit en effet de faire comprendre aux gens que tout ce qu'on appelle théorie, c'est de la théorie. Et qu'en science, il n'y a jamais la moindre preuve définitive. En science, il y a des théories qui sont proposées, qui sont basées sur des observations, et ensuite, l'ensemble des travaux que font les chercheurs visent à mettre en place des expériences pour tenter d'invalider cette théorie. Ça ne fonctionne que dans ce sens-là. S'ils n'y arrivent pas, ça montre juste que la théorie est robuste, jusqu'à ce qu'on réussisse à trouver une expérience qui la mette par terre, et ensuite on évoluera vers une nouvelle théorie. Et c'est que comme ça que fonctionne la science. On n'a pas de validation définitive d'aucune théorie. Ça n'existe pas. Il y a tout un tas on va dire d'évolutions qu'il y a eu en physique, par exemple en physique atomique, où même tout au long du XXe siècle, la manière de représenter les atomes, les molécules, ça a énormément évolué. À l'aide, par exemple, d'expériences qui ont été faites quand on a inventé, par exemple, les accélérateurs de particules, on ne pouvait pas faire ces expériences-là avant, et donc les résultats qui ont été trouvés ont fait évoluer la perception dont on avait des atomes, mais c'est tout. Oui, c'est l'exemple du modèle planétaire pour les atomes qu'on a tous vu dans nos livres de physique-chimie, où on a le noyau qui ressemble à un petit soleil, avec des électrons qui tournent autour, comme des petites planètes qui orbitent. Et on sait aujourd'hui que c'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. En tout cas, cette représentation est simpliste. L'image est simple, et pour des enfants qui veulent apprendre, pourquoi pas ? C'est intéressant d'avoir cette image-là pour comprendre qu'il y a des atomes, mais ça n'est pas la vérité, ça ne reste qu'une image. C'est en fait une représentation que l'on a. Donc c'est vraiment le principe. Tout ce qu'on fait en science, c'est qu'on essaye de se faire des représentations qui sont intelligibles pour nous et qui restent au maximum cohérentes avec les expériences et l'observable. Mais ce ne sont que des représentations et ce n'est pas la réalité, qui doit toujours être considérée comme beaucoup trop complexe pour être complètement comprise par nous. Et donc c'est le cas aussi, notamment en médecine, où on a une simplification à outrance des individus qui deviennent des espèces d'ensemble de paramètres, et où on aurait des molécules miracles qui permettraient de rendre la santé, dont certaines seraient la panacée. Tout ça, c'est vraiment une simplification à outrance de la réalité, et ça n'a jamais montré le moindre fonctionnement pratique. Donc je pense que c'est vraiment là-dessus qu'il faut insister, sur le fait que
cette espèce de vérité qui a été assénée pendant toute cette période Covid de la part d'experts qui nous assénaient voilà, la seule vérité à croire, ça n'est pas du tout une dimension scientifique, c'est une dimension politique de pouvoir, de faire obéir les gens. Et ça n'a jamais été autre chose. Et la science ne peut pas être autre chose qu'un débat permanent, on va dire des querelles de clochers sur la base d'expériences qui fonctionnent plus ou moins bien, et c'est que comme ça qu'elle avance. Et donc le fait même qu'on parle de consensus scientifique, c'est vraiment du grand n'importe quoi. Le consensus scientifique ne peut faire qu'une seule chose, c'est ralentir les évolutions scientifiques et ralentir la science, qui ne peut être que dans le dissensus, en avançant dans différentes directions, en éliminant les branches qui ne fonctionnent pas et en continuant comme ça. Mais surtout sur des sujets nouveaux. Là, par exemple, on a quand même ce point central, et on va peut-être, malheureusement, on arrive tranquillement à la fin de l'émission, mais en parler un peu. C'est que là, on parle d'un vaccin, donc d'un médicament, quelque chose qui est censé soigner, parfaitement nouveau, avec une technologie nouvelle qui n'est pas maîtrisée, sur laquelle on n'a pas de durée longue d'études. Et le problème, c'est pas tant qu'on se dise tiens, il y a un truc très intéressant, ça serait le vaccin ARN. Évidemment que ça peut être très intéressant. Mais qu'on ait une discussion ouverte, et deux, qu'on attende d'avoir des preuves tangibles de l'efficacité ou non de ce type de produit. Parce que qui est consensus scientifique sur des choses qui sont établies depuis des siècles, on va pas revenir, je sais pas moi, sur la Terre plate ou la Terre ronde, enfin c'est les exemples qu'on prend toujours, mais on est à peu près, enfin tout le monde est à peu près d'accord là-dessus, c'est plus un sujet. En revanche, sur les théories nouvelles, même en physique, en relativité générale, on sait que Einstein a précisé, Newton, il n'a pas contredit d'ailleurs, il le précise, mais que Einstein n'est pas complet, il n'explique pas encore intégralement le modèle de notre univers. Et donc ça va pouvoir évoluer, mais sans forcément remettre en cause les équations d'Einstein. Les équations d'Einstein qui sont validées uniquement dans un certain champ. Hein. D'ailleurs, c'est le principe de la science. Oui, c'est ce que je dis, c'est une théorie qui n'est pas complète. On doit définir, quand on fait de la science, ce qu'on appelle la réfutabilité scientifique, c'est-à-dire de dire, dans cet ensemble-là, ma théorie fonctionne, et voici les expériences qu'on doit pouvoir mettre en œuvre si on veut pouvoir la challenger pour montrer qu'elle est fausse. C'est Karl Popper qui a écrit à ce sujet au début XXe siècle, en nous expliquant ce que c'était qu'une vraie science. Une vraie science est réfutable. C'est-à-dire qu'elle admet le fait qu'on puisse inventer une expérience qui la réfute. C'est d'ailleurs encore un autre exemple supplémentaire du fait qu'on a un vrai problème en virologie qui est l'absence de réfutabilité. C'est-à-dire que ce qu'on a montré plusieurs fois, je ne suis pas le seul dans cette période-là, je vais le redire, mais sur les statistiques qui montrent qu'on n'a pas de trace du nouveau virus tueur qui va ravager l'humanité, sur le fait qu'on a des expériences scientifiques en virologie qui ne respectent pas les standards de la science, c'est-à-dire le fait d'avoir une expérience test, une expérience témoin qui soit là pour tenter de la contredire et voir si l'expérience test prouve vraiment quelque chose. Lorsqu'on s'en ouvre et qu'on tente de discuter, on obtient un refus de discussion. Et à chaque fois qu'on réussit à mettre en évidence le fait qu'il y a des expériences contradictoires qui montrent que la théorie ne fonctionne pas, plutôt que d'admettre la théorie s'arrête et qu'on a un dysfonctionnement, c'est-à-dire qu'on a réfuté la théorie initiale, eh bien on voit un ensemble de biologistes, microbiologistes, virologues mettre en place une amélioration théorique, si on veut, en lui faisant faire des petites divergences pour conserver la théorie initiale. Ce qui fait que dans tous les exemples que j'ai eus, dans l'ensemble des discussions, je ne vais pas revenir dessus sur l'émission, il ne reste plus beaucoup de temps, mais on a un vrai problème avec cette théorie et avec la rivologie, qui est le refus de la réfutabilité, ce qui fait que d'un point de vue strict, selon Karl Popper, on n'est pas en face d'une science, mais on parlait de religion tout à l'heure, c'est-à-dire une sorte de dogme qui veut s'imposer à tous. Alors, je vous laisse finir, pardon. Sur la question que vous venez de poser, d'ailleurs j'ai même perdu le fil sur ce dont on était en train de parler, vous m'avez posé la question sur... Alors, je vais la reformuler, et ça va nous permettre de conclure l'émission. On faisait le lien avec la religion. La semaine dernière, j'ai lu un petit texte extrait de la Genèse à Alexandre Orion-Code, j'y arrive jamais, et Dominique Tasso. Je vous lis un très bref passage de l'autre bout de la Bible, c'est l'Apocalypse. « Et les autres hommes qui ne furent point tués par ces plaies ne se repentirent point des œuvres de leurs mains pour cesser d'adorer les démons et les idoles, etc. Et ils ne firent point pénitence de leurs meurtres, ni de leurs empoisonnements, ni de leurs impudicités, ni de leurs vols.
Alors, je voulais finir avec ce point, notamment sur ce terme de ce que les gens n'ont pas fait repentance de leurs empoisonnements, parce que c'est un sujet quand même important dans votre livre. Il finit par un certain nombre de témoignages qui, pour beaucoup, sont extrêmement touchants, et plus que ça, mais mes mots sont bien faibles. Parce qu'on voit qu'il y a une fraude. On voit qu'il y a des produits qui n'ont pas fonctionné. On voit qu'il y a des choses graves avec le confinement, mais en revanche, ce qui est absolument terrible, c'est qu'on a forcé largement une population à s'injecter un produit qui manifestement ne protégeait de rien et qui manifestement a causé pour beaucoup leur empoisonnement. Et j'emploie ce terme quand même grave, mais comme il y a ces témoignages à la fin de votre livre qui, encore une fois, sont très touchants, je vais pas en parler, on n'a pas le temps, mais j'invite vraiment les auditeurs à lire ce livre qui n'est pas que un livre de statisticien, c'est aussi un livre très humain qui nous fait ressortir la souffrance que les gens et leurs familles ont subi dans leur chair à cause de ces mensonges et de ces empoisonnements. C'est pour ça que je voulais faire le lien avec les meurtres, les empoisonnements, les impudicités et les vols, parce qu'il y a une entreprise, quelle que soit la cause de cette entreprise, qui a empoisonné des gens. Alors, ça me fait reprendre le fil d'ailleurs du thème juste avant, puisque c'est bien la même chose. D'une manière générale, l'industrie pharmaceutique est multi-condamnée, notamment Pfizer, mais d'autres, de manière très régulière sur les très nombreux empoisonnements qui ont lieu de manière très régulière et qui causent des décès de manière massive dans la population. Je crois qu'on dit aujourd'hui que les décès aux médicaments, c'est une des premières causes de mortalité, voire même la première cause de mortalité chez les humains, et que malheureusement, il n'y a absolument aucune repentance de la part de l'industrie. Il y a des amendes qui sont régulières, qui correspondent à quelques milliards de dollars, mais qui sont bien faibles par rapport aux dégâts qui sont causés dans la population et au fait que ça rapporte. Donc il n'y a pas de repentance de l'industrie pharmaceutique de manière générale. Sur la question de ces nouveaux vaccins, oui, ça va prendre du temps de réussir à faire reconnaître les victimes. Mais vous avez posé la question juste avant, disant que c'était des nouveaux vaccins et qu'il n'y avait pas de temps. J'aimerais rappeler qu'il y a une demande actuellement de la part de Kennedy aux États-Unis qui est de dire il serait peut-être temps que même pour les anciens vaccins de commencer à faire de la science, c'est-à-dire de comparer ces vaccins au fait d'être vacciné, de ne pas être vacciné, pour s'assurer qu'il y a un bénéfice des vaccins. Cette étude de comparer des vaccinés et des non-vaccinés n'est pas faite non plus pour les anciens vaccins. Donc en termes de science, on en est très loin d'avoir prouvé quelque chose. Là, je le dis très ouvertement, puisque j'ai annoncé dans mes vidéos très tôt dans cette histoire que moi, mes enfants étaient vaccinés contre à peu près tout, puisque voilà, c'était une pratique dont les médecins de famille chez nous étaient très fans, donc on a tout fait sans se poser de questions. Et à l'aune de cette histoire de Covid-19, quand sont arrivées la question des vaccins, il y a tout un tas de gens qui m'ont dit arrête de les appeler vaccins, il n'y a pas de recul, ceux-là ils vont peut-être pas marcher alors que les anciens fonctionnent. Et en tant que statisticien, j'ai posé la question à l'ensemble de mon réseau scientifique de dire oui, j'ai lu Pfizer, Moderna, donc je vois bien que derrière on est vraiment dans l'histoire de la fraude scientifique. Est-ce que vous pouvez m'envoyer les études qui montrent que les anciens vaccins, eux, fonctionnent et qu'ils ont été correctement réalisés avec des groupes tests, des groupes contrôle, etc. Et tout le monde a été vraiment complètement incapable de m'envoyer la moindre étude statistique fiable montrant l'efficacité et la sécurité aussi dans les anciens vaccins. Et donc là, je rebondis sur ce que je disais sur Kennedy, qui dit qu'il serait peut-être temps aujourd'hui de faire une étude de cohorte, même avec les anciens vaccins, c'est-à-dire s'il y a des gens qui ne veulent pas faire vacciner leurs enfants, on ne les vaccine pas. Et puis on va comparer l'état de santé des enfants non vaccinés à ceux des enfants vaccinés, avec des volontaires, et sur 10 ans. Pour voir est-ce que vraiment ce que l'on annonce sur le fait que les vaccins protègent du fait d'être malade, ça se voit en termes statistiques ou pas. Parce qu'il y a des questions notamment sur l'usage des adjuvants luminiques, par exemple sur les vaccins, sur l'autisme, etc. Il y a des vraies questions qui se posent. Bon, et il veut faire cette comparaison, et c'est vraiment très drôle ce qu'ont répondu les instances médicales des États-Unis, c'est de dire attention, non, il faut surtout pas faire ça, ce serait pas éthique de ne pas vacciner les enfants. Donc c'est très drôle. C'est-à-dire qu'on a un principe scientifique qui est d'avoir un groupe test et un groupe témoin. Donc je vaccine des enfants et d'autres je n'en vaccine pas. Mais on assume le fait, on refuse de faire cet essai au motif que ce ne serait pas éthique.
Donc c'est vraiment un espèce de raisonnement qu'il faut, vraiment le digérer, quoi, se dire, voilà, on ne veut pas faire de science parce que faire de la science, ce serait pas éthique, parce qu'on a décidé que les vaccins marchaient, donc il faut le faire absolument. On est vraiment dans un principe de raisonnement circulaire. Donc ça va beaucoup plus loin, cette histoire de Covid-19, sur ce que ça nous fait découvrir en termes de scientisme médical, de refus de faire de la vraie science, de faire des vraies comparaisons et de tenter de réellement comprendre ce qui peut fonctionner ou pas en termes de médecine et surtout ce qui cause des dégâts sur des enfants. Donc en effet, votre conclusion, je la trouve excellente sur ce passage-là. On est très loin d'une repentance de l'industrie pharmaceutique ou des autorités politiques qui sont même actuellement en refus de commencer à se poser la moindre question. Donc on est encore là, hein. On est encore dans le tabou de se poser la question, de se dire: est-il possible que j'ai pu faire du mal à quelqu'un? Donc on n'en est même pas là. Écoutez, Pierre Chaillot, je vous remercie encore beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Je remontre votre livre et vraiment je conseille à tous nos auditeurs de l'acheter, mais de le lire surtout. Donc, Victimes des vaccins Covid-19, ce que révèlent les chiffres officiels aux éditions L'Artilleur. Parce que d'une part, je vous dis, il y a sur un plan scientifique une réfutation à minima du discours ambiant et de la nouvelle religion, alors que vous soyez adepte ou pas de cette thèse, au moins lisez-la pour avoir un avis contradictoire, c'est quand même essentiel, et c'est ça la démarche scientifique, c'est d'avoir des avis contradictoires, des oppositions, des discussions franches sur les sujets qui font mal, mais il y a aussi cet aspect très, très humain, ces témoignages qui sont touchants. N'oublions pas là qu'on parle pas dans le vide, on parle dans le concret de la vie d'hommes et de femmes. Et je vous renouvelle mes remerciements pour votre courage, parce que je pense que ça n'a pas dû être évident tous les jours ces dernières années. Et aussi, c'est ce que je vous disais, d'avoir soutenu des gens comme nous, qui ne sommes pas des scientifiques, mais qui avons eu parfois un doute. Donc merci encore, bravo. Et je ne sais pas si vous avez un mot pour conclure. Merci à vous pour cette invitation et je rappelle juste que la totalité des droits d'auteur pour ce livre, une nouvelle fois, sont reversés à des associations ici en aide aux victimes des vaccins Covid-19, notamment l'Eurevave et Verity France. Voilà, donc il n'y a pas d'enrichissement personnel sur la bête. Merci encore Pierre Chaillot et à bientôt, j'espère. Merci.